Libération se pose une question ce matin, et bien jusqu'où ira Elon Musk? Depuis plusieurs semaines, il multiplie les ingérences en Europe de façon très agressive. Regardez ce qu'il a tweeté cette nuit après le slogan MAGA, Make America Great Again. Et bien voici MEGA, Make Europe Great Again. Message pour célébrer le départ du chancelier Olaf Scholz. Après avoir soutenu l'extrême droite allemande et britannique, et bien va-t-il s'immiscer dans la politique française au risque de déstabiliser nos démocraties? Le chef de la diplomatie française était l'invité de LCI vendredi soir de Margot Haddad. On va le réécouter. Il faut que la Commission européenne, qui a déjà en fait lancé des enquêtes contre X, des enquêtes contre TikTok, il faut qu'elle termine ces enquêtes, il faut qu'elle prenne les sanctions. Et à partir de là, quand les sanctions auront prise, je pense que les géants de la Silicon Valley ou les plateformes chinoises comprendront que quand nous disons que nous voulons protéger la démocratie, ça n'est pas pour du beurre, c'est pour de vrai. Alors, face aux ingérences d'Elon Musk, l'Europe peut-elle contre-attaquer en muselant X? C'est la question qu'on va poser à nos experts. Bonjour David Chavalarias. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au Centre d'analyse et de mathématiques sociales du CNRS. Vous signez Toxic Data chez Flammarion et surtout, vous lancez cette grande opération qui s'appelle Hello Kit X, où finalement vous proposez cette solution radicale de quitter collectivement le réseau social X. On verra si on peut se passer de ce réseau social et quelles solutions vous apportez justement pour garder ce qu'on appelle sa communauté sur les réseaux sociaux. Avec nous également en plateau, Michel Derzinski, bonjour, enseignant à l'ESJ Lille, spécialiste du Proche-Orient, auteur de Comprendre les fractures du monde contemporain aux éditions Hatier, et Vincent Desportes, merci d'être avec nous, ancien directeur de l'école de guerre et professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Avec nous également Maxime Yeddo, Guillaume Yoda et Tristan Banon depuis le début de cette matinée. Alors avant de rentrer dans ce qu'on appelle la grande internationale réactionnaire, peut-être le projet que veut installer Elon Musk, on va s'attarder sur un homme qui devient son bouc émissaire. C'est l'ancien commissaire européen, c'est Thierry Breton. Hier encore, eh bien, Elon Musk s'en est pris à lui. Regardez ce qu'il a tweeté justement sur son réseau social. L'absurdité stupéfiante de Thierry Breton en tant que tyran de l'Europe. Les mots sont de plus en plus forts. Thierry Breton lui a répondu: quoi, moi, tyran de l'Europe? Ou là, mais non. Elon Musk, l'Union européenne n'a pas de mécanisme pour annuler quelque élection que ce soit, ou que ce soit dans l'Union européenne. Perdu dans la traduction Lost in Translation, ou une autre fake news avec un petit émoticône clown. Alors justement, David Chavalarias, ces passes d'armes, elles ont lieu régulièrement, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quel est le bras de fer que ça sous-entend? Si vous voulez, ça veut dire que vous avez un milliardaire qui a racheté un des réseaux sociaux les plus influents, qui est l'équivalent de 1 TF1 par pays, parce que l'audience de Twitter, c'est l'équivalent d'à peu près TF1, et qui maintenant l'utilise pour déployer son idéologie très concrètement et aider ses alliés dans d'autres pays. Et donc, si on laisse cette tendance, eh bien, on risque d'avoir des ingérences dans les élections, les prochaines élections en Europe, comme c'est déjà en train de se passer, par exemple, en Allemagne. Alors justement, pourquoi parler d'ingérence? Elon Musk donc a dit son soutien ouvertement, publiquement à l'AfD, donc le parti d'extrême droite allemande. Il a le droit. Pourquoi est-ce que vous parlez d'ingérence? Alors, imaginez que Elon Musk ait racheté TF1 et qu'il s'en sert pour la transformer en CNews et qu'il fasse ça dans tous les pays d'Europe. Est-ce qu'on parlerait d'ingérence? A priori, vous avez quelqu'un qui va racheter de l'opinion publique sur des publics captifs, parce que contrairement à TF1, vous pouvez zapper quand vous êtes sur Twitter, eh bien vous êtes enfermé avec votre audience et votre communauté, et donc c'est très difficile d'en partir. Donc vous rachetez un public captif, et après vous le gavez avec votre idéologie. Ça, on peut discuter sur la notion d'ingérence, mais en tout cas, c'est très clairement une aide directe à des partis politiques, et on pourrait même la chiffrer en termes monétaires, si vous voulez, dans une élection. C'est vous fournissez de la publicité à certains candidats et pas d'autres en pleine élection, et c'est ce qui va se passer. Publicité ou propagande, alors, général Vincent Desportes, justement, puisque les mots sont importants et qu'ils reviennent là, est-ce qu'on peut parler d'une guerre informationnelle? En tout cas, on ne peut pas reprocher aux uns ce que nous faisons nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne peut pas reprocher au président Poutine
Poutine ou à d'autres puissances révisionnistes de vouloir s'insérer dans d'autres débats démocratiques. Et nous-mêmes, alors, les États-Unis devraient être et s'affichent comme le premier défenseur des valeurs occidentales, produire le même résultat. Donc c'est absolument, évidemment, insupportable. Ce sont les peuples eux-mêmes qui doivent décider de leur destin, et on ne voit pas très bien pourquoi Elon Musk, parce qu'il est l'homme le plus riche du monde, aurait quelque chose à dire dans le destin démocratique de nos nations européennes. On connaît le projet américain, qui date pas de Musk, évidemment, mais qui a des décennies. L'Amérique ne veut pas voir une Europe forte. L'Amérique veut en permanence une Europe faible aux ordres. Et on est bien dans cette démarche-là qui consiste à créer le chaos de manière à ce que l'Amérique reste le maître incontesté de l'Occident. Et donc, il est absolument indispensable aujourd'hui que nous réagissions. Tout à l'heure, vous parliez de l'AfD, vous n'avez pas parlé de l'Italie, vous parliez de Breton, c'était tout à fait intéressant. On voit qu'il y a une faille dans laquelle Elon Musk est en train de s'insérer, c'est l'Italie, il est en train de passer un contrat avec l'Italie, de manière à ce que Mme Meloni se serve des moyens de Starlink et ne participe plus ou moins... Starlink, ce sont donc les satellites d'Elon Musk. Exactement, au projet Iris qui permettrait à l'Europe d'avoir un réseau sécurisé. Il sera en service en 2030, donc on a un train de retard tout de même. On a peut-être un train de retard, et c'est bien l'argument de Mme Meloni. Mais néanmoins, c'est exactement là-dessus que joue Musk, pour essayer de casser tout ce qui permettrait à l'Europe de faire unité. Il a besoin d'une Europe faible pour lui-même parvenir à son objectif par ses propres moyens. On le connaît, 440 milliards, c'est peu. On sait qu'il veut être l'homme qui sera le premier à avoir obtenu 1 million de milliards. Bon, et donc... Un chiffre rond. Un chiffre rond, 1 million de milliards. C'est quand même beaucoup plus pratique au quotidien, un chiffre rond. Bon. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc, moi, je pense que c'est un homme tout à fait dangereux et que l'Europe doit se ressaisir et que dans ce débat Breton-Musk, il est évident que c'est M. Breton qui a raison. Michel Dazans, qui veut travailler sur la question. Je crois que là-dessus, Thierry Breton a fait quelque chose pour l'Europe, qui est une arme que l'Europe sait faire. Elle a créé une norme, qui est le Digital Act, et qui permet d'encadrer, effectivement, ce que va produire un réseau social et la façon de modérer ce que les gens vont dire. Donc je crois que ça, c'est une chose. Je crois que l'Union européenne, aujourd'hui, a cet outil, et c'est à l'Union européenne de déployer cet outil vis-à-vis de Elon Musk, mais vis-à-vis de Zuckerberg, vis-à-vis des réseaux en général. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, Elon Musk est des velléités à la fois, je dirais, pécuniaires et politiques, c'est évident. Qu'il le fasse, c'est son droit. Nous, ce que l'on doit prendre acte, c'est effectivement de cette velléité et affirmer notre velléité avec la norme qui est produite par l'Union européenne. Alors, justement, affirmer, on va écouter Thierry Breton, justement, qui rappelle les règles. C'est possible, évidemment, pas de façon arbitraire. C'est possible si nous respectons le droit. Et nous avons 2 lois, aujourd'hui, qui permettraient éventuellement à un juge d'imposer cette obligation. C'est un juge européen qui aurait, s'il était saisi, effectivement, parce qu'il y a une répétition d'infraction, qui aurait la capacité d'être saisi. Qu'est-ce qui se passe alors ? Alors justement, parmi ces infractions, il y a peut-être le fait que Elon Musk change les algorithmes de X et pousse son compte en particulier. Par exemple, moi je suis abonné, comme peut-être vous, sur le réseau social X, et à chaque fois que j'ouvre mon téléphone, qui apparaît en premier, c'est un message d'Elon Musk. Ça ne vous choque absolument pas, Maxime Yeddo? C'est tout à fait normal justement qu'il pousse son compte parmi les autres. Il est propriétaire de la plateforme, donc il fait ce qu'il veut. Le vrai sujet, c'est que depuis tout à l'heure, on ne parle pas de l'éléphant au milieu de la pièce. On revend Thierry Breton comme un demi-dieu. Il est quoi, Thierry Breton ? La France a accepté de le virer. Donc moi, je veux bien qu'on fasse l'éloge de Thierry Breton. Sur le plateau de Margot Haddad, j'adore, il y a un silence consternant. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, on lui a posé la question, mais est-ce que quand même c'est pas gênant que l'État français en soit potentiellement à brandir la menace de X, etc., en lui rappelant quand même que Thierry Breton a été écarté. Il fait, oui, il est super, il va sur tous les plateaux pour prêcher la bonne parole. Il est brillant, Thierry Breton. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron a accepté de mettre un genou à terre face à Ursula von der Leyen pour qu'il soit remplacé par Stéphane Séjourné. Et visiblement, on parlait de sursaut européen, on parlait de la norme, etc., qui est très puissante. Je rappelle qu'on a fait, et on est en train de faire avec X, ce qu'on n'a même pas fait avec TikTok. C'est-à-dire qu'on a ouvert une enquête. Vous écoutez Nathalie Loiseau, passionnante sur beaucoup de sujets, ce matin dans la tribune du dimanche. Qu'est-ce qu'il faut faire face, en effet, au danger Musk ? Il faut ouvrir encore une commission, il faut enquêter. Enfin, je veux dire, une fois de plus, il me semble que...
on a quand même une certaine idée de ce que fait Elon Musk avec ce réseau. La vraie question, c'est qu'on condamne l'international réactionnaire, comme l'a qualifié Emmanuel Macron en début de semaine devant les ambassadeurs, vous le rappeliez. Mais dès qu'il y a une crise, eh bien, on fait appel au réseau Starlink de Mayotte. Starlink équipe Air France. Starlink va peut-être équiper Évidemment. la SNCF. Et il me semble qu'on a François Bayrou, justement, dans cette situation de grande urgence à Mayotte, a demandé justement à Elon Musk d'utiliser ces satellites Starlink pour rétablir Internet. Oui, et à la limite, dans la situation d'urgence, c'est l'argument qu'on réplique, etc. J'entends, sauf que quand vous avez une grande partie aussi des télécoms français, notamment Orange, qui se permettent de prendre la parole en disant on pouvait le faire aussi, peut-être que si l'État nous avait donné un coup de pouce, on aurait pu être aussi tout efficace de Starlink. Je trouve ça en tout cas très compliqué de passer son temps à condamner Elon Musk, de le qualifier d'international réactionnaire quand c'était notre meilleur ami, quand on le suppliait d'installer une usine Tesla en France. Je trouve qu'en termes de cohérence, c'est compliqué si on veut en faire un véritable ennemi. Alors venons-en justement à cet international réactionnaire, puisque donc on parlait de son projet en Italie, on a parlé de son projet aussi en Allemagne, il a même organisé cette conversation qu'on a vue à l'écran avec Alice Weidel, la chef de l'AfD. Allons maintenant au Royaume-Uni, parce que là aussi, il tape très fort sur Keir Starmer, le ministre travailliste, et on pensait qu'il allait soutenir Nigel Farage, qui est donc le patron de l'extrême droite britannique. Il avait même posé avec lui, il avait fait le déplacement, il voulait même financer son parti, et il pourrait finalement soutenir Tommy Robinson, un activiste plutôt islamophobe, conspirationniste, qui est actuellement en détention. Elon Musk a demandé sa libération, justement. C'est un homme, lui, qui déstabilise plutôt son pays. À chaque fois qu'il y a une émeute, il fait partie justement de ceux qui appellent plutôt à la violence, à la rébellion. Est-ce que ça, vous pensez, David Chavalarias, que justement ça fait partie de cette déstabilisation des démocraties que tente de pousser Elon Musk? Alors, ce qui s'est passé avec Tommy Robinson à l'été dernier, c'est une déstabilisation du Royaume-Uni. C'est-à-dire que c'est une personne qui a diffusé une fausse information en diffusant une fausse information sur l'identité d'un agresseur qui avait agressé des enfants. Et suite à ça, il y a eu des émeutes de l'extrême droite dans tout le Royaume-Uni avec d'énormes casses et des blessés. Donc vous avez quelqu'un qui a poussé à l'insurrection à la base d'une fausse information. Et Musk lui-même, du haut de ses 200 millions d'abonnés, a amplifié ce message-là. Donc maintenant ils viennent soutenir Tommy Robinson, c'est un message clair, c'est je vais aider tous ceux qui vont aller dans mon sens, même s'ils ont des moyens malhonnêtes, même s'ils créent des insurrections, même s'ils ils provoquent des morts et des blessés. Donc ça c'est extrêmement grave. Alors justement, est-ce que vous pensez qu'il pourrait adouber quelqu'un en France? Est-ce que vous pensez que la France est le prochain pays sur sa liste? Alors, la France, je ne suis pas dans la tête de Elon Musk, mais il est sans aucun doute sur sa liste, puisqu'on voit tous les pays auxquels il s'est adressé. On sait qu'en France, il a aussi des contacts avec l'extrême droite et il est aussi adulé par l'extrême droite. Moi, je l'observe sur les réseaux sociaux, donc il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas une intervention équivalente en France. Mais très concrètement, il a invité M. Zemmour et, comment s'appelle-t-elle, Sarah Knafo, directement à l'investiture le 20 janvier prochain à Washington. Non, ce qu'il faut comprendre, et peut-être pour nuancer le propos de Maxime qui a été tenu un peu précédemment, oui, il y a des entreprises qui sont clairement des entreprises de déstabilisation de ce que sont nos démocraties. Clairement, il faut comprendre, et peut-être que Thierry Breton a compris qu'au-delà d'être un géant technologique, Elon Musk, c'est un acteur qui est idéologique, qui pousse un certain projet. C'est un acteur politique, c'est un acteur géopolitique, c'est un acteur militaire. Et quand on comprend à un moment donné que cet homme, au-delà de son portefeuille, de cette traduction à l'échelle de X, de ce qui est le premier amendement de la Constitution américaine, c'est-à-dire une liberté sans contrainte de la liberté d'expression, il pousse en réalité quelque chose de nettement plus radical. En effet, Thierry Breton répond, et la preuve, il y a une passe d'armes qui dure depuis un certain moment, c'est que Thierry Breton, il appuie là où ça fait mal. Peut-être qu'il n'a pas de pouvoir à l'échelle de la France, il en a ni plus, même de la Commission européenne, et on peut le regretter, mais il appuie là où ça fait mal. Et dernier point, en décembre dernier, la Commission européenne, elle a fait en sorte d'annuler une élection présidentielle qui s'est passée en Roumanie, parce qu'on parle de X, mais il se passe exactement la même chose sur TikTok. Et il y a un homme qui est arrivé en tête de cette élection présidentielle, précisément parce qu'il a fait campagne sur TikTok et qu'il a été poussé par l'algorithme de ce réseau social chinois.
Très honnêtement, on peut penser que Elon Musk, il est dans le camp occidental, mais il applique la même méthode et il faut avoir les mêmes armes et en tout cas la même vigilance. Je pense que c'est le propos de Thierry. Alors David Chaval-Arias, vous êtes mathématicien justement. À quel point est-ce qu'on peut pousser l'algorithme ? À quel point est-ce qu'on peut manipuler les esprits justement avec ces posts sur X ? Après tout, si Elon Musk dit « je vais voter pour l'extrême droite », on n'est pas forcément obligé de le suivre. Pourquoi est-ce que l'algorithme va nous inciter à penser cela ? Bien sûr, alors ça c'est très important de comprendre. C'est-à-dire que d'un côté, Elon Musk a tout à fait le droit de dire ce qu'il pense des uns et des autres. De l'autre côté, en fait, son intervention dans les espaces numériques européens, c'est de la triche, de même que ce qu'il a fait aux États-Unis, c'est de la triche. C'est-à-dire qu'il utilise X, il manipule les algorithmes pour qu'on voit plus les personnes qui défendent ses idées, pour qu'on voit plus de contenu toxique. Donc en fait, il manipule l'espace informationnel pour manipuler la perception des citoyens de tous ces pays-là. Et sans transparence, personne ne peut voir ce qu'il y a dans l'algorithme. On peut juste mesurer de l'extérieur ce qui se passe et ce qu'on voit. Vous n'êtes pas abonné à Musk, vous voyez du Musk dans votre fil for you. Vous n'êtes pas abonné à Trump ou à ses alliés, vous les voyez quand même parce que quand vous possédez une infrastructure numérique, vous pouvez décider exactement de ce que vont voir les gens. De même que vous décidez ce que vous mettez à l'antenne, vous décidez des images. Donc Musk décide de ce que les gens voient. Sauf que quand vous êtes sur un réseau, vous avez l'impression que vous avez une certaine liberté, vous vous abonnez aux uns et aux autres et que c'est vous qui choisissez. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Vous ne choisissez rien. On vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. Et donc, Général Vincent Desportes, justement, est-ce que là, on arrive sur un nouveau champ ? Alors, cette guerre hybride, on en parle beaucoup, évidemment, sur LCI, mais est-ce que, justement, les terrains de combat, aujourd'hui, se passent sur les réseaux sociaux ? Moi, je crois qu'il faut bien comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Nous sommes dans un monde qui est vertigineux, c'est-à-dire que tous nos anciens repères sont en train de tomber et que nous ne savons pas à quoi nous raccrocher pour raisonner le monde. Je reviendrai un peu sur vos propos. Oui, hélas, Thierry Breton, aujourd'hui, par faiblesse de la France, n'a plus de pouvoir. Mais on ne peut que louer les gens de bonne intelligence de dénoncer ce qui doit être dénoncé, comme vous le faites, monsieur. La deuxième chose, c'est que... vous savez, on ne peut pas juger le passé à l'aune du présent. Et il n'y a pas d'incohérence. Hier, quand Elon Musk était fréquentable, de lui demander de venir investir en France, et aujourd'hui de lui dire ce que vous faites est absolument, non pas irresponsable, mais totalement antidémocratique. Je crois qu'on le sait depuis 1918, Valérie, que nos civilisations sont mortelles. Et on ne doit pas oublier qu'avant de mourir, elles se décomposent. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de décomposition de nos sociétés parce que nos valeurs, nos repères disparaissent et sont détruits de manière volontaire par ce type d'homme qui est Elon Musk. Et donc nous devons lutter à toute force contre cette décomposition de notre société si nous croyons à l'existence et à l'intérêt d'une civilisation occidentale, et j'y crois. Alors lutter comment justement, Michel Derville ? Je crois que déjà on peut lutter ne serait-ce que... Alors il y a les deux versions. L'une, c'est sortir du réseau. L'autre, c'est au contraire s'inscrire dans le réseau et porter une parole qui vient contrecarrer ce qui est posé par le réseau. La limite, c'est ce qui vient d'être exposé, c'est que si l'algorithme, sous vos propos, vous les met en bas de page et qu'en haut de la page, ce qui se présente, ce sera les paroles de Elon Musk, il va de soi que vos yeux vont d'abord voir ce qui est en haut et pas ce qui est en bas. Donc, on aura beau essayer de mettre ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Maintenant, il y a autre chose. Il n'y a pas que le réseau. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas sur X, sur TikTok, etc. Et donc, moi, je crois aussi qu'il y a à redynamiser ce que l'on appelle l'espace public, l'espace de l'opinion, où là, il peut faire débat, où là, on peut ouvrir des universités d'été partout, en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, et il peut y avoir des démarches citoyennes qui sont faites autour de ces questions-là, et qui permettent à tout à chacun de dire le pourquoi, le comment, d'en discuter. Et ce qu'a fait Thierry Breton, ce que je trouve important, vous aviez dit oui, il y a des limites, on a utilisé Starlink, on va le faire pour Mayotte, etc. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas antinomique. On peut effectivement faire appel à une entreprise parce qu'elle a une démarche utile dans un cadre de catastrophe et dire à son PDG ce que vous nous permettez de faire aujourd'hui, on vous en remercie parce que ça permet d'aller contre une catastrophe, mais maintenant, votre attitude politique dans l'ingérence que vous êtes en train de mettre en place, vu de notre point de vue, est intolérable et nous ne le laisserons pas faire. Et enfin, sur la situation de Thierry Breton, vous avez raison. Alors, on va peut-être pas baser le... Non. Avançons, parce que... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est Thierry Breton. La faiblesse de l'homme montre la faiblesse des institutions. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, on a un acte de norme au sein de l'Union européenne. Rien n'empêche l'Union européenne aujourd'hui de le faire, si ce n'est une volonté politique. Et là, ce qu'il pointe, il a raison. Il faut qu'il y ait cette volonté politique, sinon...
nous sommes incohérents. Justement, la question que je me pose, c'est est-ce que votre solution, ce qui est finalement, puisqu'on est tous d'accord pour dire qu'on est au cœur d'une guerre hybride, donc votre solution, c'est malgré tout la désertion. Est-ce que cette désertion est plus efficace ou préférable à un moyen plus traditionnel finalement de faire la guerre, à savoir de combiner le fait d'y rester pour ne pas leur laisser le terrain, et aussi des armes qu'on a, qui sont des armes légales. Il faut avoir la volonté politique de les appliquer. On a vu sur Telegram que ça marche. On peut mettre au pas ces gens-là. Tout puissants soient-ils, on peut les mettre au pas, on sait le faire. Il faut juste avoir la volonté politique de le faire. Alors, je vais compléter la question de Tristan, juste en rappelant que donc vous proposez cette initiative qui s'appelle Hello Kit X. Et donc, ça veut dire que collectivement, le 20 janvier, le jour de l'intronisation de Donald Trump, vous proposez aux utilisateurs de ce réseau social de Elon Musk, justement, de prendre tous leurs amis, toute leur communauté et de les basculer sur un autre réseau social plus sain et moins toxique. C'est bien ça ? Ce qui veut dire aussi qu'on leur laisse le terrain. Non, alors attendez. Faut être clair. Twitter est un réseau influent parce qu'on y est et parce que des gens y sont. Mais c'est quelques 10%, 12% de la population française. Il y a des réseaux plus gros, des réseaux plus petits. Quand vous choisissez votre réseau social, il faut les choisir en fonction de vos valeurs. Personne ne vous oblige à aller dans un réseau social où les dés sont pipés. Ça n'a aucun sens. On ne parle qu'à des gens qui pensent comme nous. Comment ? Donc, à ce moment-là, suivant cette idée, on ne parle qu'à des gens qui pensent comme nous, qui ont les mêmes valeurs que vous. Mais pas du tout. Vous allez sur Blue Sky ou Mastodon, vous avez des gens de gauche, de droite, vous avez des gens de tous les bords. On est des lapins pris dans les phares d'une voiture. Et on crie en langage lapin au conducteur, éteignez les phares. Mais il faut arrêter, il suffit de traverser la route. Il suffit d'aller sur des réseaux qui respectent la liberté d'expression, des réseaux qui respectent le pluralisme algorithmique. Enfin, je ne vais pas dire des mots compliqués, mais pour le moment, ils ne sont pas au niveau de X, on le sait très bien. Même technologiquement, ils ne sont pas au niveau pour le moment. Non. Ah, je suis désolé. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas... Ils sont beaucoup plus avancés que X d'un point de vue technologique. Vous pouvez même passer d'un réseau social à l'autre en gardant vos abonnés et en gardant toutes vos données. Ça oui, la transition est possible, mais les fonctionnalités les fonctionnalités sont les mêmes et vous avez même plus de fonctionnalités. Et comme le réseau est ouvert, puisque c'est du logiciel ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui peut le modifier, vous aurez encore plus de fonctionnalités qui vont s'ajouter. Ça, on verra dans le futur. C'est déjà le cas. Oui, alors pourquoi est-ce que c'est existentiel pour les gens qui sont sur X, justement? Pourquoi est-ce que vous les invitez à sortir de ce réseau? Alors, si vous voulez, les gens qui sont sur X, ils font ce qu'ils veulent. Ce que l'on remarque, c'est que beaucoup de gens en ont marre d'être sur X parce qu'ils se prennent des tempêtes d'insultes, parce qu'ils sont censurés, parce qu'ils sont invisibilisés, etc. Mais ils n'arrivent pas à sortir du réseau parce qu'ils ont construit une communauté au cours des années et donc ils ne veulent pas perdre cette audience-là. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est implémenter ce qu'on appelle la portabilité, c'est-à-dire de permettre à des personnes de partir avec leur communauté et de retrouver les mêmes connexions sur un autre réseau. Blue Sky, Mastodon sont des réseaux qui sont conçus pour permettre cette portabilité. Si vous n'êtes pas content de là où vous êtes, vous pouvez bouger. De même que si vous n'êtes pas content de votre opérateur téléphonique, vous pouvez en prendre un autre. Hein Faut-il encore que ceux que vous emmenez avec vous soient eux aussi sur ce nouveau réseau ? Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est de permettre à ceux qui veulent bouger de bouger. Mais on a un problème de convention collective. Si vous êtes... On veut être tous ensemble ici parce que on veut être là. Par convention, on est sur ce réseau-là. Mais si on décide de bouger, on peut le faire. Alors, il faudrait que les politiques montrent l'exemple. Par exemple, qui devrait montrer l'exemple, justement ? Il faut que les politiques montrent l'exemple. Il faut que les médias montrent l'exemple. Ils sont déjà en train de le faire. Le mouvement commence à s'amorcer. On a les outils. Notre outil est sorti il y a 2 semaines. On a déjà 5 millions de connexions enregistrées dans le système. Et après, ça va faire un effet siphon. Et progressivement, les gens vont y aller. Et ceux qui veulent rester, se faire insulter sur risque, ils peuvent le faire. Il n'y a aucun problème. Mais on abandonne l'idée d'imposer les règles européennes à ce réseau. Il faut le faire en parallèle. Il faut faire respecter les règles. Non, il faut faire respecter les règles européennes au grand réseau. Mais on voit la vitesse à laquelle ça va. Les États-Unis, sous Biden, ont essayé de faire respecter des règles à certains grands réseaux. Vous avez vu ce que ça a donné. Il y a Trump, ok ? Donc, soit on attend qu'il y ait la même chose en Europe, soit on avance sur 2 fronts. On demande aux citoyens, on sensibilise les citoyens sur le fait qu'il faut bouger, et par ailleurs, on active la réglementation européenne, mais qui prend du temps. On a compris votre initiative, donc ça s'appelle donc Hello Kit X, pour ceux donc qui veulent, qui en ont marre de ce réseau social. Maintenant, revenons à ce projet idéologique donc d'Elon Musk. S'il jetait son dévolu sur la France, justement pour adouber plutôt l'extrême droite, à votre avis,
Quelle extrême droite choisirait-il, puisqu'il y a plusieurs familles aujourd'hui? Michel Lazansky, à votre avis, est-ce que ça serait forcément Marine Le Pen? Est-ce qu'il peut choisir une personnalité plus jeune comme Jordan Bardella, qui est très présent sur les réseaux sociaux, justement? Je pense qu'il ira vers le plus disruptif. Je pense qu'il ira vers la personne qui va fragmenter le plus la société française et l'opinion publique, quel que soit ça. Et je crois que c'est pour ça qu'il a choisi... Sarah Knafo et Éric Zemmour. Et Tommy Robinson, a déjà choisi, en fait. En Angleterre. Il va choisir des personnes qui sont clivantes. Parce qu'on voit bien que la technique aujourd'hui, c'est créer des fractures dans l'opinion publique et des fractures radicales. Des choses sur lesquelles vous devez choisir entre blanc et noir, et où le blanc et le noir ne sont plus compatibles. Si vous êtes d'un côté, vous n'êtes plus de l'autre. Et ce qu'il apporte, lui, en politique, ce qui fragmente en réalité la démocratie, c'est qu'en démocratie, vous avez des adversaires politiques. Pourquoi des adversaires? Parce que ça veut dire que demain, si vous êtes la gauche, la droite, vous pouvez cohabiter, vous pouvez avoir des projets communs. Alors que là, lui, ce qu'il instaure, c'est l'ennemi en politique. Et l'ennemi en politique, il n'y a pas de discussion avec l'ennemi. Soit il vous tue, soit vous le tuez. Et c'est ce qu'il est en train d'instaurer. Dernière question, Général Desbordes, d'un mot, justement, on parle souvent des ingérences russes. Est-ce que là, on peut parler d'une tentative d'ingérence américaine, ça semble? Je crois qu'il n'y a absolument aucun doute dans cette affaire-là. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est d'autant plus inquiétant, c'est que les États-Unis s'étaient portés en garant de la civilisation qui nous anime. Et là, les États-Unis sont en train d'être le meilleur ennemi de notre propre civilisation, et donc de leur propre pays d'ailleurs.